la grève. Est-ce qu'on peut construire un pays avec des grèves perlées? On ne peut pas construire un pays avec des grèves perlées. Surtout lorsque ces grèves-là portent atteinte à l'intégrité. Cela peut s'appeler non-assistance à personne en danger. Mais lorsqu'on lit les nouvelles propositions, c'est qu'il n'y aura pratiquement jamais de grève. Non, non, il y aura bien de grève, ce qui est sûr, c'est pas... parce que les conditions sont tellement que... C'est pas de but en blanc. Il y a un aspect où, quand l'autorité administrative ne veut pas, elle peut bloquer et puis c'est fini. Il n'y aura pas de grève. On va étudier ces lois et ces lois ne seront pas étudiées sans les partenaires sociaux. Tout à fait. Mais il faut absolument réglementer. Et réduire le nombre de Regardez, depuis qu'on a fait cette loi qui interdit aux douaniers, la grève militaire et autres, vous avez vu quand même, il y a quand même une certaine sérénité dans le pays. Enfin, ça c'est relatif. Pardon, il y a une certaine sérénité. Nous avons discuté avec des douaniers. Nous avons dit avec des douaniers, nous ne sommes pas sûrs qu'ils sont sereins, mais ils font avec parce que c'est la loi. Et la loi est dure. On ne peut pas. Elle reste la loi. Mais ils ne sont pas sereins. On ne peut pas permettre à une poignée de personnes de prendre en otage tout un pays. Ça là, c'est clair. Il y a des secteurs où la grève ne peut qu'être réglementée. Lorsque nous prenons le secteur sanitaire, regardez le nombre de morts qu'il y a dans nos hôpitaux. CNHU et tous les autres hôpitaux, dès qu'on parle de grève, les agents de santé. Donnons des avantages aux agents de santé. Des avantages particuliers. Parce que la question des avantages est mal gérée par le gouvernement. Il suffit même parce que cette question a eu lieu pendant le temps que vous étiez encore au gouvernement et vous êtes peut-être aussi en partie responsable. Les travailleurs disent nous sommes d'accord pour qu'on fasse les primes, mais le gouvernement gère la question des primes de façon inégalitaire, de façon. Et c'est ça le problème. C'est d'où le problème des statuts. Donc le statut général de la fonction publique, c'est important. Parce qu'il faut aussi dire que les syndicalistes ne sont pas des fous, ne sont pas des gens qui vont en grève par fantaisie. C'est des revendications que tout le monde voit. Ils revendiquent des choses qui sont réelles. Donc, même si parfois l'État doit le gouvernement, parce que on dit le peuple même si parfois on peut estimer, oui. Voilà. Donc, je pense que le pouvoir a des concessions à faire à chaque fois pour limiter les grèves, plutôt que de prendre des mesures pour interdire. On ne peut pas diriger un pays sans le dialogue social. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec vous qu'il y ait un dialogue permanent entre pouvoir et partenaires sociaux. C'est important. Mais la grève ne peut pas devenir un instrument où le peuple se met à genoux. On ne peut pas mettre le peuple à genoux avec la grève. Notre constitution garantit le droit de grève. Mais ce droit de grève doit être organisé par la loi. Et il y a des secteurs où il ne saurait y avoir de grève. En contrepartie de ça, il faut trouver des avantages particuliers aux agents qui sont dans ces secteurs-là. C'est ce que moi je dis. Toujours à propos de cette loi, rapidement, on a vu des étudiants, des jeunes manifester sur l'esplanade du palais des gouverneurs parce que cette loi prévoit par exemple que l'âge de la retraite passe de 55 à 60 ans. Et ces jeunes ont estimé qu'ils ont aussi le droit à la fonction. Public, ils ont le droit de travailler et qu'on ne saurait les garder encore longtemps. Il faut que les anciens partent vite pour qu'ils viennent. Il vaut mieux que les anciens s'en aillent et que les jeunes prennent la place pour travailler et vivre aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette manifestation? Si vous demandez mon avis personnel, je pense qu'il faut donner raison à la jeunesse. Parce que quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, qui a eu 55 ans, parce qu'en moyenne, les gens commencent à 25 ans. Bon, il y a d'autres qui commencent après, mais d'autres même avant. Mais après 30 ans de service, est-ce que vous pensez qu'on est encore physiquement apte pour pouvoir servir? Dans tous les pays, je suis d'accord qu'il y a des secteurs d'activité. Lorsqu'on prend l'enseignement supérieur, par exemple, on a besoin des professeurs les plus expérimentés, les plus vieux. Mais ça ne saurait se généraliser. On ne peut pas demander à celui qui fait saisie d'ordinateur là de travailler jusqu'à l'âge de 60 ans, il ne voit plus. Un chauffeur qui a servi pendant 30 ans, est-ce qu'il a encore une grande visibilité pour pouvoir continuer à servir jusqu'à l'âge de 60 ans? Et je pense qu'au-delà du fait qu'il faut donner la possibilité aux jeunes d'avoir une chance d'entrer dans la fonction publique et de trouver un emploi en général, c'est important que l'on comprenne que cette disposition de la loi n'emporte pas l'adhésion générale au niveau des députés. Moi, pour ce qui concerne mon avis, je peux vous dire que cette disposition, s'il faut voter pour que les gens aillent à la retraite à 60 ans, je voterai contre. Je demanderai simplement que l'on puisse retenir ceci pour certaines catégories très limites
comme l'enseignement supérieur, comme le professeur d'enseignement. Je pense qu'il va falloir faire la part des choses quand cette loi va passer en plénière, parce que ce que vous dites là, c'est bien relatif. Vous avez dit tantôt qu'à un certain âge, on n'est plus apte physiquement pour travailler, alors que le travail, la fonction publique n'est pas que physique, c'est aussi intellectuel. Et je pense, ça c'est mon avis, hein, que les personnes âgées de 60, les personnes de 60 ans, 65 ans, 70 ans, sont des gens qui sont intellectuellement assez nourris, des gens qui ont beaucoup à apporter, ne serait-ce que par les acquis. Hein, les expériences acquises et tout ça, donc quelque part, mais si nous avons relativiser les choses. Si nous avons besoin d'eux, on va faire des contrats. Après la retraite, on peut faire des contrats avec des personnes. Quand on sait qu'on veut bénéficier, Je sais aujourd'hui que nos ministères sont en train de se vider. On va au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur. Dans beaucoup de ministères, vraiment, on est en train de... Il y a des secteurs où, si des directeurs partent à la retraite, la relève n'est pas assurée. Il n'y a pas beaucoup de cadres qui ont le niveau pour prendre D'où la question des contrats. On peut régler ce genre de questions avec des contrats. Mais si on généralise... Au ministère de l'Agriculture, la question des ingénieurs agronomes et des vétérinaires, surtout les vétérinaires, il y a la question qui se pose. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont ingénieurs agronomes. Mais qui ne sont pas recrutés. Et ils ont posé le problème récemment. Il y a beaucoup d'anciens qui sont là, qui ne partent pas, et beaucoup de jeunes ne sont pas recrutés. Il y a un grand écart entre les anciens et les nouveaux. Est-ce que ceux qui ont l'expérience aujourd'hui sont venus à la fonction publique avec l'expérience? Ils ne sont pas venus avec l'expérience. Il faut donner la chance aux plus jeunes de venir avoir l'expérience également. Merci. Moi, cet argument qui consiste à parler d'expérience, je ne suis pas pour. Voilà. Ça, je ne suis pas. Ça ne me convainc pas du tout. Et je préfère qu'on revoie et qu'on essaye de trouver d'autres arguments pour me convaincre. Merci, honorable. Nous allons passer à l'autre plat de résistance de cette émission, la question de la correction de la liste électorale permanente et informatisée. Vous avez voté récemment la loi corrective sur la LEPI, mais il y a eu, nous avons reçu ici un des acteurs de la société civile qui a dit que dans le vote de cette loi corrective, vous n'avez pas pris en compte toutes les recommandations de l'organisation intergouvernementale de la francophonie, que le gouvernement lui-même a sollicité, qui a demandé l'audit d'une certaine façon, mais la loi corrective que vous avez votée ne permet pas de faire cet audit-là comme l'OIF l'a recommandé. C'est comme s'il y a un problème qui est là, au lieu de régler véritablement le problème, on donne l'impression de corriger quelque chose et on avance et le mal est encore là. Non, c'est pas vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit là. Parce qu'il y a eu plusieurs rapports d'évaluation de la liste électorale permanente informatisée. Il y a eu, c'est vrai, le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a eu le rapport de la structure elle-même, la structure ayant géré à l'EPI. Le rapport du groupe de travail. Non, le groupe de travail s'est apprésenté sur les différents rapports. Il y a eu même des propositions des partis, c'est-à-dire la majorité présidentielle et également l'opposition représentée par le PRD. Donc c'était le PRD qui a pondu un rapport et nous avons mis ensemble tous ces rapports. Et moi, j'étais membre du groupe de travail qui était chargé de faire des propositions sur l'actualisation de la LEPI. Et là, je peux vous assurer qu'on n'a mis aucun document de côté. Surtout le document de l'OIF a été abondamment exploité. La question de l'audit, c'est ça? La question de l'audit, tout le monde est d'accord et la loi que nous avons prise pour l'actualisation de la LEPI prévoit l'audit. Tout à fait. Nous avons prévu un audit, mais nous n'avons pas forcément des choses à nous faire dicter de l'extérieur. L'OIF ne peut pas venir diriger le Bénin à notre place. L'audit est contenu dans la loi, mais nous allons faire un audit participatif, un audit citoyen. Allez-y, allez-y. Cet audit citoyen va se passer de quelle façon? Dès que le Conseil d'orientation et de supervision va entrer en fonction, il sera question d'afficher la LEPI partout sur l'étendue du territoire national pour permettre à tout citoyen de pouvoir relever des incorrections. À tout citoyen qui n'est pas encore inscrit de pouvoir le faire encore. Tout à fait. Et ainsi de suite. Alors, cet audit sera plus réel que d'aller prendre des experts à l'étranger qui viendront, ils ne connaissent pas les Béninois. Est-ce que c'est suffisant? Je crois que cet audit-là permettra de résoudre nos problèmes à 99%. Ce que propose l'OIF va plus que ça. La question du contrôle des données numériques qui sont au CNT aussi. Oui. Comment ça va se faire dans votre chronogramme qui sera exécuté? Eh bien, le chronogramme, ce n'est pas moi qui l'exécute, c'est le COS, c'est-à-dire le Conseil d'orientation. C'est vous qui avez proposé ce que le COS fera, oui. Non, le COS fera son calendrier de travail. Ce qui est sûr, la loi sera respectée. Et dans un premier temps, il sera question d'afficher les listes et les commissions communales d'actualisation qui seront mises en place aussi bientôt seront chargés de recueillir toutes les doléances des populations
Et au niveau de l'Agence nationale de traitement, ces données-là seront réintégrées pour pouvoir opérer une correction. Vous savez qu'on a créé entre-temps les unités administratives, c'est-à-dire les nouveaux villages et quartiers de ville. Or, tous les électeurs appartenaient à des anciens villages. Et actuellement, dans ces 1500 villages, il faut faire dégager les populations. C'est-à-dire les populations qui étaient dans des anciens villages, mais qui habitent dans les nouveaux villages, on doit pouvoir les déplacer dans le fichier. Donc c'est un travail très lourd à gérer. Ce n'est pas un travail facile. Et dès que tout ceci est fait, cette étape franchie, et que les citoyens qui, entre-temps, en 2013, ont eu plus de 18 ans et qui sont maintenant en âge de voter, il faudra les reverser dans le fichier électoral. Réafficher les listes pour être sûr que tout le monde a été bien pris en compte, tous ceux qui le souhaitent, parce que de toutes les façons, tout le monde ne viendra jamais. Même si on prolongeait la correction de la LEPI pendant 10 ans, il y a des citoyens qui vont dire que ce n'est pas assez long pour qu'ils aillent se faire enregistrer. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que même quand on faisait l'enregistrement manuscrit, on n'avait jamais eu la population à 100%. Il y a toujours eu des laissés pour compte, des gens qui se laissent pour compte. On vous dit, déplacez-vous pour aller vous inscrire, mais tout le monde n'y va pas. Parce qu'il y a certains qui, en matière électorale, ne trouvent pas d'intérêt à la chose politique. Ils se disent, bon, à quoi ça sert d'aller se faire enregistrer? Donc, l'opération d'enregistrement sur la LEPI n'est pas une opération obligatoire, mais c'est important. C'est un acte citoyen et j'invite tous mes concitoyens, dès que le fichier sera rouvert, d'aller se faire inscrire là-dessus. Et il sera question après d'imprimer de nouvelles cartes d'électeurs également. Nous sommes d'accord que les cartes d'électeurs telles que ça existe aujourd'hui ne répondent pas encore à ce qui est prévu originellement. Parce que normalement, ça doit être des cartes à puce qui vraiment comportent les données personnelles du citoyen. Et qui peut même intégrer, selon le groupe de travail, ça peut même intégrer les données à caractère biométrique et même les antécédents médicaux de chacun. Tant et si bien que vous, citoyen Léandre dessous, si vous tombez dans la rue là, avec votre carte de l'EPI, on devrait pouvoir savoir de quoi vous avez souffert hier ou avant-hier. Parce qu'on peut, votre groupe sanguin et tout ce qu'il faut, et directement, le médecin doit pouvoir faire son diagnostic aussi en tenant compte des éléments qui se trouvent sur votre carte d'électeur. Alors, c'est un élément essentiel. C'est un instrument de développement au-delà de son caractère électoral. Tout citoyen doit pouvoir se faire inscrire sur cette liste électorale. Bon, vous avez voté donc la loi corrective de la LEPI et vous avez mis en place le COS, le Conseil d'orientation et de supervision. La dernière fois, il fallait mettre en place les CCA. Oui. Ça traîne, il paraît que lundi, ça va pouvoir se faire. Mais est-ce que quelque part, vous-même député à l'Assemblée nationale, vous ne connaissez pas que parfois la politique prend trop le dessus sur l'essentiel? C'est vrai qu'on dit que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique, mais est-ce qu'il va mieux rectifier un peu cette façon de voir les choses? Parce que pour mettre en place le comité paritaire qui doit écrire la loi corrective de la République, qui doit proposer la loi corrective de la République, il y a eu tellement de tergiversations. Les gens voulaient que ce soit la parité, d'autres ont dit non, et ça a fait perdre tout le temps. Aujourd'hui, on est dans une logique de report, rien n'est encore prêt. Est-ce que quelque part, vous ne reconnaissez pas que la politique prend trop le dessus sur l'essentiel? Vous avez totalement raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Vous avez totalement raison, parce que de toutes les façons, le Béninois lambda ne mange pas la politique. Il faut pouvoir travailler de manière à garantir un minimum de bien-être à nos concitoyens. Lorsque les discussions oiseuses, lorsque les négociations interminables se mêlent à la chose politique, vraiment, elle devient ennuyeuse. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on change de fusil d'épaule dans notre pays. Il y a eu beaucoup de tergiversations, vous avez fait allusion au moment du vote de la loi sur la correction de la LEPI, il y a eu cette question de parité. On a toujours eu une pratique dans le pays que c'est en fonction de chaque force politique qu'on devrait pouvoir créer ces groupes, mais à cette étape-là, pour ce qui concerne la LEPI, on a dit que ça devrait se faire de manière consensuelle. On a perdu beaucoup de temps à discuter encore. Oh, time is money, disent les Anglais. Hein? Ce temps que nous avons gaspillé, si on ne l'avait pas gaspillé ainsi, je pense qu'on aurait déjà même entamé la phase active de la correction de la LEPI. Et on serait très avancé aujourd'hui. On ne serait pas en train de parler de retard dans les élections communales. Alors, mais bon, de toutes les façons, comme le Bénin fonctionne avec le consensus, et
la majorité n'a pas toujours raison chez nous. Nous avons fait le consensus et nous en sommes là. Vous avez donné raison à mon collègue qui a relevé le retard dû aux discussions oiseuses, on va dire peut-être inutiles. Mais est-ce que vous n'avez pas vous-même, au niveau du Parlement, en reconnaissant que les débats vous ont fait perdre beaucoup de temps, prêter encore flanc à une autre manœuvre qui vous a été suggérée par le gouvernement, qui vous a encore perdu davantage de temps, tout le mois de février 2013. Au lieu d'avancer sur la LEPI et le code électoral, vous avez passé l'entièreté du mois de février à voter les lois, enfin à voter les autorisations de poursuite d'anciens ministres devant la Cour de justice. Est-ce que ça ne pouvait pas attendre qu'on règle la question électorale? Quelle urgence? Je ne parle pas d'utilité. Il est utile d'envoyer des gens qu'on estime coupable de quelque chose devant la Cour de justice. On ne pouvait pas voter les lois sur les élections avant de venir à la Cour de justice. Merci beaucoup. Est-ce que c'était urgent en ce moment-là? Bon, il semble que chaque fois vous oubliez quelque chose. La loi sur la LEPI était votée. Mais fallait-il attendre que la Cour constitutionnelle se prononce et que le gouvernement promulgue d'abord avant de faire autre chose? Il fallait d'abord s'occuper d'autre chose. Et la Cour constitutionnelle a fait son travail. Donc si au cours du mois de février, on faisait autre chose, c'est parce qu'on n'était pas prêt encore pour mettre en place le conseil d'orientation et de supervision, par exemple, pour entrer dans la phase active. Parce qu'avant, c'est pas... Au fait, les lois électorales sont importantes. Le code électoral, c'est important. Nous allons certainement l'aborder. Mais, écoutez, ce qui est plus urgent aujourd'hui, c'est la correction de la LEPI. Et on ne pouvait pas faire un pas tant que cette loi que nous avons votée ne revenait de la Cour constitutionnelle et n'est promulguée par le président de la République. On ne peut pas demander non plus à la Cour constitutionnelle de prendre cette loi et de l'étudier en 24 heures. C'est un travail technique qui doit pouvoir se faire et les sages de la Cour se prononcent avant toute chose. Donc le mal était Donc comprenez que le mal est à la base et qu'il fallait nécessairement un délai. Donc il fallait attendre que cette loi-là soit d'abord promulguée. Avant qu'elle ne soit promulguée, étudiée et pour la conformité par rapport à la Constitution. Donc ce n'était pas du dilatoire. Ce n'était pas du dilatoire. Mais les dossiers de poursuite d'anciens ministres sont là depuis longtemps. Non, on n'a pas dit. Voilà. Et vous, journalistes, vous avez souvent tiré sur le gouvernement et sur les députés qui étaient de connivence avec les anciens ministres qu'on devait poursuivre. Mais si aujourd'hui, vous avez ces dossiers-là qui sont votés, vous devez plutôt nous applaudir. Non, on ne vous applaudira pas. On va vous inviter, monsieur Honorable Aké, pour qu'on parle de ce dossier, parce que sur le fond des dossiers qui vous ont été envoyés et sur l'opportunité ou non de faire ou de ne pas faire, je crois qu'il y a à redire. On va y revenir peut-être dans une autre émission. Il y a des gens qui font une certaine remarque, c'est que nous nous habituons de plus en plus au report des élections dans notre pays. Et on a vu par exemple pour les élections, pour l'élection présidentielle de 2011, on a reporté plusieurs fois des dates. Oui. C'est vrai qu'il y avait la Constitution qui était là et qui nous a bloqués, on avait le dos au mur, donc on a dû passer, on a dû faire un forcing pour que le président prête serment le 6 avril, sinon on aurait reporté encore peut-être cette élection-là pour ce qui est des communales. Vous avez vu, on est déjà dans une logique de report. C'est pareil pour les élections consulaires. Vous voyez, depuis quand ça traîne. Et finalement, certains se demandent si on n'est pas en train de mettre en place une certaine psychologie pour le report. Pour le report. C'est-à-dire, on est en train d'entraîner les Béninois à accepter le report pour les prochaines consultations. Sauf les consultations qui ont des dates butoirs constitutionnelles. Bien, et vous avez raison, mais une fois encore, je crois que c'est la faute aux acteurs politiques. Si on a eu beaucoup de reports d'élections en 2011, Dieu merci, on s'en est sorti, mais vous avez vu, la 6e législature n'a pu prendre service qu'en mai, le 16 mai, ce qui ne devait pas être le cas. Dieu merci, on a sauvegardé la prise de service du nouveau président de la République. Ça s'est passé à bonne date. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y avait des acteurs qui étaient pour qu'on tombe dans un vide juridique. C'est-à-dire de reporter les élections jusqu'à ce que le mandat du président finisse et qu'on se retrouve dans un vide juridique. Quel intérêt nous avons à en arriver là? Nous n'avons aucun intérêt. Pour les élections communales, en 2008, déjà, il y avait eu déjà retard dans l'organisation des élections. Puisque les premières élections communales avaient eu lieu à fin décembre 2002
alors en décembre 2002. Et donc, on devrait avoir fait rigoureusement 5 ans après. Mais on a organisé ces élections qu'au mois de mars-avril. Et les maires n'ont pris service qu'en juin. Donc, les premiers maires ont exercé quelques mois en plus de leur mandat. Et les deuxièmes